Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer à associer deux mots très opposés et qui pourtant sont absolument indispensables, dont la cohabitation est indispensable, égoïsme et aidant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va parler de la façon dont il est absolument nécessaire, indispensable à la survie d'un aidant, que de façon régulière, celui-ci, celle-ci, soit égoïste et pense à sa gueule. Je sais que c'est un petit peu paradoxal par rapport à la teneur de certaines vidéos précédentes, mais bon, voilà, la vie est faite de paradoxes et d'oppositions, et généralement c'est ce qui apporte de la richesse à notre vie et à nos comportements. Et ça provient d'une observation que j'ai pu faire et que d'autres très nombreux professionnels de la santé ont pu faire, notamment dans le corps des infirmières, à savoir que très souvent, très souvent, les gens qui aident ceux qui sont malades se retrouvent plus malades que les malades au départ. Je m'explique. Ce sont des situations assez courantes qui vont affecter des personnes qui aident d'autres personnes malades, atteintes de maladies chroniques, de maladies longues. Ça peut être un cancer qui va nécessiter un long et complexe parcours de soins. Ça peut être une maladie neurodégénérative, surtout chez des patients très âgés, atteints de démence, de maladies d'Alzheimer. Ce sont toutes ces pathologies-là qui vont s'insinuer de façon très progressive dans la vie des familles, dans la vie de ceux qui aident une personne malade. C'est le résultat de quelque chose qui bouffe les gens. Quelle est la situation en pratique? Eh bien, on va avoir, je veux dire, la chose que j'ai vue le plus souvent, un mari, une épouse qui se retrouve à accompagner son conjoint, sa conjointe dans une situation très progressive de démence par exemple. Évidemment, on ne tombe pas malade du jour au lendemain, donc les choses s'installent de façon progressive. Et évidemment, puisque l'on est face à un couple, eh bien l'un va commencer à soutenir l'autre. Et de façon progressive, de façon assez insidieuse, comme très souvent, la personne malade va nécessiter de plus en plus de soins, de plus en plus d'attention. Et l'aidant, par amour, tout simplement, va répondre présent et va soutenir cette personne-là dans son parcours de soins, dans son parcours administratif, dans le fait d'aménager la maison, et que sais-je encore. Et progressivement, la situation peut se dégrader, peut devenir de plus en plus pesante, et l'on voit souvent des aidants qui vont complètement s'épuiser et au total devenir plus malades que le malade lui-même à la base. Et c'est quelque chose que j'ai très souvent vu quand je bossais à l'hôpital, que je vois aussi dans mon exercice libéral de médecin généraliste à la campagne, des gens qui sont incapables, absolument incapables, de dire stop, de dire non, de faire une pause, et qui se retrouvent eux-mêmes en situation de détresse. Avec en plus, alors c'est le paradoxe, c'est l'humour noir, par exemple des démences à la maladie d'Alzheimer, c'est que la personne qui reçoit les soins ne s'en rend absolument pas compte, évidemment, puisque la démence fait que la personne progressivement s'enferme dans son propre monde et est complètement inaccessible à même la compréhension de ce qui se passe autour de lui ou autour d'elle. Et très souvent, moi je me suis retrouvé à devoir obliger ces aidants-là à faire montre d'égoïsme, à penser à leur gueule, à penser à leur nombril, car j'en voyais qui commençaient vraiment à se casser en deux. J'avais même vu une dame, ça c'était quand j'étais à l'hosto, qui avait été hospitalisée suite à des fractures spontanées du col du fémur. C'est une dame qui s'était occupée de son mari pendant 15 ans, 10-15 ans, et qui l'avait finalement mis en EHPAD parce que la situation devenait absolument impossible. Vous savez, dans les cas de démence, un conjoint dément sur la fin de sa vie, c'est quelque chose d'insupportable, c'est assez terrible. Ce sont des gens qui ne respectent pas le rythme du jour et de la nuit, qui peuvent faire des choses particulièrement dégueulasses à 3 h du matin dans la salle de bain, la chambre, la cuisine. Enfin bon, on a des spectacles réguliers qui sont absolument épuisants, et des personnes, eux, qui les ont vus se dégrader, mais qui ont continué à les aimer et qui sont restés à côté. Et cette dame-là, elle avait développé une forme de culpabilité assez terrible d'avoir remis son mari finalement en EHPAD, et en même temps ressentait un soulagement coupable
parce que voilà, ce soulagement était lié au fait qu'elle n'avait plus trop à s'occuper de lui et qu'elle pouvait retrouver un petit peu une vie, mais avec toute la culpabilité d'avoir l'impression d'avoir abandonné son conjoint, alors qu'objectivement, elle ne pouvait plus rien faire. Et elle était allée d'ailleurs tellement loin, sa culpabilité l'avait tellement pressée, qu'il avait fallu qu'elle attende le moment où son mari avait des accès de violence et qu'elle-même, par épuisement, se retrouve avec des fractures et s'était fait une chute et s'était fait quasiment une fracture presque spontanée parce que c'était une micro-chute de son fémur parce qu'elle avait développé une ostéoporose assez terrible. C'est une dame qui, en profondeur, était complètement épuisée et qui se retrouvait vraiment très partagée entre voilà, ce soulagement et puis la culpabilité terrible de savoir que son mari était à l'EHPAD, alors que bon, il était dans un tel état qu'il n'était même pas évident que lui-même se rende compte qu'il était à l'EHPAD. Mais ça, c'est une autre discussion. Et parlant avec cette dame, moi j'avais discuté aussi à côté de ça avec les infirmières et les aides-soignantes, parce que moi j'étais nouveau dans le service à ce moment-là et je n'avais pas l'habitude de ce type de public aussi souvent. Il disait que c'était absolument mais ultra commun de voir des conjoints de déments se retrouver à l'hôpital, complètement cassés en deux, déprimés au dernier degré, épuisés, malades, déclenchant des maladies graves, parce qu'ils n'avaient pas su se préserver. Et c'est une situation que je retrouve dans plein de situations très différentes. Alors il est vrai que le grand âge, la démence compte pour beaucoup, mais il y a aussi le cancer, il y a aussi des jeunes enfants qui peuvent être malades et qui vont bouffer toute l'énergie de leurs parents. Et moi qui dois intervenir auprès d'eux pour leur expliquer que ce ne sont pas des mauvaises personnes si ils conçoivent le désir d'avoir parfois des vacances et de prendre un break. Et ça, c'est vraiment le message absolument essentiel aujourd'hui, c'est que si à un moment vous-même vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous devez vous occuper de quelqu'un sur le long terme, il est absolument indispensable de planifier à l'avance régulièrement des pauses pendant lesquelles vous allez être déchargé du soin, vous allez être déchargé de l'attention que vous donnez à cette personne-là. Cela ne fait pas de vous des mauvaises personnes, cela ne fait pas de vous des salauds égoïstes, ça fait juste de vous des êtres humains avec des limites physiques et psychologiques qui ont besoin de recharger, qui ont besoin de passer la main, et de façon à pouvoir continuer, le cas échéant, à donner ces soins-là dans le futur. Mais il est absolument indispensable de prendre des breaks, absolument indispensable. Il ne faut surtout pas se sentir coupable et il faut savoir que c'est quelque chose qu'on doit identifier longtemps à l'avance quand on va se retrouver confronté à cela. Quand on a dans ses proches quelqu'un de très malade qui va avoir besoin de l'aide, il faudra donner de l'aide à cette personne-là, mais il faudra aussi savoir régulièrement couper parce qu'il ne s'agit pas de mourir pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Il s'agit de pouvoir tenir sur le long terme, de pouvoir aider, entendre, écouter. Et pour cela, régulièrement, il faut recharger. Et si vous ne rechargez pas, si vous voyez autour de vous des situations de ce type-là, des gens qui se retrouvent au bord de l'épuisement ou au-delà de l'épuisement, il est absolument indispensable de les aider eux-mêmes à pouvoir débrancher et à trouver des solutions pour faire garder, parfois il s'agit vraiment de garde de ces patients-là, de les confier à des institutions de façon temporaire, à des familles d'accueil, à des EHPAD de façon temporaire. Il y a des logements de secours, il y a des logements de vacances entre guillemets, parce qu'il en va du bien-être tant du patient que de la personne aidante, parce qu'au total les deux sont dans une relation d'échange et de coopération, et l'un ne peut pas bouffer l'autre. C'est-à-dire que moi, il y a une phrase un terme auquel je pense très souvent. Ce terme-là, c'est la tyrannie de la faiblesse. C'est quelque chose qui m'obsède depuis très très longtemps, cette notion de tyrannie de la faiblesse. C'est-à-dire que des gens en état de faiblesse peuvent jouer de cette faiblesse-là pour être complètement tyranniques avec leur entourage. Eh bien, si à un moment vous vous retrouvez dans votre vie ou autour de vous, vous voyez des gens qui se retrouvent dans une situation de fragilité parce qu'ils aident d'autres personnes au-delà de leur propre capacité, eh bien il est important de leur ouvrir les yeux et de leur offrir le droit d'avoir un grand break pour pouvoir retrouver pour eux-mêmes leur propre vie et le cas échéant de revenir aider la personne malade dans un second temps. Mais il me paraît absolument indispensable parce que c'est très important de le savoir parce que nous allons tous être confrontés à un moment ou à un autre
à des situations de ce type-là, soit directement, soit indirectement. Et donc c'est là qu'il est très important de se souvenir d'une chose, on a le droit, il faut être dans ces moments-là égoïste pour pouvoir retrouver de la substance, parce qu'au final, quand on aide, on donne, et quand on donne, il faut avoir quelque chose à donner, et quand on n'a plus rien à donner, eh bien on crève. Donc, de l'égoïsme bien placé, c'est la même logique que l'empathie et la sympathie quand on est professionnel du soin, c'est-à-dire qu'on est en empathie avec les gens, on n'a pas de sympathie avec eux, parce qu'on veut pouvoir se préserver, se mettre à distance pour toujours être capable de faire ce que l'on pense être important, c'est-à-dire donner du soin sur le long terme. Donc voilà, parfois penser à sa propre gueule, ça peut être absolument généreux. Je vous embrasse, portez-vous bien, à très bientôt.